Le grand remplacement existe-t-il réellement? Moi, j'aime bien écouter l'ensemble des contours d'une idée pour me faire une opinion. J'ai donc acheté d'occasion ce petit livre. Alors, vous voyez, il est très épais. Il y a seulement 80 pages qui concernent le sujet principal. Tout le reste, c'est des revues de cours parce qu'il a été en procès. C'est des articles qu'il a écrits, des chroniques qu'il a écrits, des discours qu'il a écrits pour divers événements. Mais le sujet principal du grand remplacement, la thèse principale, elle tient sur 80 pages. Et donc, pour avoir une idée de la contre-thèse, de l'antithèse, je me suis procuré celui-là également d'occasion. Donc c'est pareil, il n'est pas très épais, il se lit assez rapidement. Et je dirais même que le deuxième se lit plus facilement que le premier. Pourquoi? Déjà, le style de Renaud Camus, il est beaucoup plus empoulé, il est beaucoup plus littéraire. Il y a vraiment des phrases, des tournures. Il y a des termes aussi qu'on ne connaît pas, notamment lui, il utilise le terme de innocence, parce que la nocence, c'est un mot latin qui signifie le bruit, le vacarme, le désordre, la volonté de créer du chaos. Et l'innocence, c'est la négation en deux mots. Innocence, c'est un mot et un parti qu'il a créé pour propager ses idées. Pardon. Je vous mettrai en description les pages Wikipédia de chacun des auteurs pour que vous puissiez vous faire une idée. Elles sont rapides à lire, hein. Donc n'hésitez pas. Et d'ailleurs, s'il y a parmi le public des gens qui sont fans de Karl Zéro, qui sont de droite, qui sont fans de Karl Zéro et de ses théories sur la pédophilie, vous serez étonnés de voir quel courant idéologique Renaud Camus a soutenu dans les années 70-80. Voilà, j'en dis pas plus, je vous laisse la surprise dans la page Wikipédia. Donc la version de Camus sur le grand remplacement, qui est une idée qu'il a développée, qui n'est pas une idée nouvelle, hein, c'est-à-dire que le grand remplacement ou l'invasion d'un autre peuple contre la France, c'est quelque chose qui date déjà du 19e siècle dans la guerre franco-prussienne, donc à l'époque de Napoléon III. Et c'est quelque chose qui a ressurgi au début du XXe siècle, ou en tout cas la peur que les colonies se révoltent et envahissent la France. Et puis ça a été repris aussi dans un roman de Raspail, je crois, qui s'appelle Camp des martyrs ou Camp des saints, qui raconte l'invasion fictionnelle d'1 million d'Indiens sur les côtes varoises et qui pille le pays en quelques semaines. Donc la peur du grand remplacement, c'est pas nouveau, c'est pas récent. C'est une idée qui a été recyclée plusieurs fois. Renaud Camus, donc, il s'inscrit dans cette logique, sauf que lui, il ne parle pas d'un grand remplacement suite à une invasion. Il parle d'un grand remplacement par l'arrivée, la naissance sur le territoire français de descendants de populations immigrées. Et ces descendants de populations immigrées qui ne s'intégreraient pas, qui resteraient dans une culture interne, intrafamiliale, intracommunautaire, et qui, par le fait du nombre, allaient s'imposer de plus en plus sur la société. Bon, il y a des gens qui vont dire qu'avec les événements de Crépol ou l'altercation entre Mourad le jardinier et l'homme qui lui a donné un coup de cutter, on est plein dedans. Je ne serais pas aussi catégorique, mais voilà, ça va un peu dans ce sens-là. Pour les tenants de la théorie, il a d'abord une position volontairement nuancée, c'est-à-dire qu'il ne pointe pas du doigt l'ennemi. Il dit cette population, les descendants de cette population, mais il ne le dit pas spécifiquement. Mais du coup, ça ne se concentre que sur une population. Il fait fi presque des autres populations d'immigrés, qui sont nombreuses, celles, par exemple les Polonais, tous les pays de l'Est, les continents asiatiques, les continents sud-américains, qui certes sont moins nombreux, mais tout aussi existants. Et pour Renaud Camus, ces populations-là ne représentent aucun danger, aucun problème. Bon, très bien. Mais par contre, il y en a une autre de population qui, à ses yeux, pose problème. Donc lui, il a une théorie, c'est la contre-colonisation. C'est-à-dire que là où les Européens avaient fait une colonisation par les armes, par la diplomatie, mais la diplomatie un peu corrompue, sa théorie, c'est que le grand remplacement est aussi un effet de contre-colonisation. Donc ils arrivent, ils naissent, ils profitent du système, ne s'y intègrent pas, et créer des États dans l'État. Dans la tête de Renaud Camus, on a l'impression que c'est une volonté politique, c'est quelque chose d'organisé.
Ça n'a pas l'air d'être le cas. J'ai pas l'impression qu'il y ait une structure très rigide, très hiérarchique, comme pouvait l'être la colonisation. La colonisation, il y avait une hiérarchie, il y avait une façon de faire, il y avait des territoires qu'on occupait, d'autres qu'on laissait un peu en autonomie locale, mais il y avait vraiment toute une institution de la colonisation. Il y avait le ministère des colonies. Voilà, donc c'était quelque chose qui était organisé. Là, il n'y a rien d'organisé, c'est vraiment juste une sensation, un ressenti. Et le ressenti, c'est pas une preuve. Ensuite, il dit que c'est pire aux États-Unis. Alors on y reviendra parce que en France, c'est pas top, mais aux États-Unis, c'est encore pire. Je suis assez dubitatif, hein, vous aurez remarqué. Alors pour lui, la solution, c'est évidemment l'inflexibilité des pouvoirs publics. Donc la flexibilité des pouvoirs publics, c'est effectivement l'éducation, hein, qui doit commencer par ne pas accepter certains comportements dans ces murs. Et ça paraît presque normal, quoi. Je veux dire, à un moment, tu vas à l'école pour apprendre. Qui que ce soit qui fait de la merde dans le cours et qui empêche le cours de se faire, ça sert à rien de venir si t'as pas envie d'apprendre, en fait, par principe. Assume ta non-envie d'apprendre et puis fais ce que tu as envie de faire dans ta vie, mais viens pas faire chier ceux qui veulent apprendre. Ensuite, le renforcement des frontières, ça c'est pareil, hein, le renforcement des frontières. Allez, il y a quelques milliers de clandestins qui passent chaque année en France et d'après les enquêtes, ils restent même pas sur le territoire. La plupart, ils veulent aller en Angleterre, voire même maintenant en Suède ou en Allemagne. Beaucoup de gens clandestins qui passent les frontières françaises ne restent pas dans les terres françaises. Et il est un peu flou. Alors, il veut dénoncer les profiteurs de ce système parce qu'évidemment, il estime que pour qu'il y ait un tel système contre-colonisation, entre guillemets, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens qui en profitent. Et qui c'est qui en profite de cette main-d'œuvre pas chère c'est pas l'ouvrier du coin, c'est pas l'agriculteur, quoique les grands propriétaires qui ont besoin de faire des vendanges peut-être. Je ne fais que poser des questions, moi, monsieur. Faut le savoir. Qui profite de ça? C'est pas les retraités, c'est pas les étudiants, c'est pas. Donc il le dit, hein, il le dénonce. Dans les années 60-70, il y a eu une forte immigration à la demande du capital, hein, qui avait besoin d'une main-d'œuvre pas chère. Pour ces usines. Hein. Il dit que la nocence, donc la création de misère, elle est due dans certains quartiers de la part de certaines communautés. Moi, par exemple, j'ai vécu à Creil. À Creil, dans les années 80-90, il y avait énormément d'usines. Il y avait beaucoup d'usines. Et dans les années 90, je crois, il y en a beaucoup qui ont fermé ou qui ont été délocalisées. Ça a mis des centaines, voire des milliers de personnes au chômage, dont une bonne part était issue de l'immigration. Eh bien ça, il n'en parle pas, Renaud Camus. Ces créateurs de misère-là, ces créateurs de nocence-là, quand c'est des capitalistes qui vont déménager des entreprises à l'autre bout de l'Europe ou à l'autre bout du monde parce que c'est moins cher, et qu'en faisant ça, ils créent de la misère, ils créent du chômage, ils créent de la précarité, ça, ils ne le dénoncent pas. C'est de la nocence aussi, ça. Quand une entreprise ferme et qu'il y a 500 employés qui n'ont plus de travail, et tout un pan de l'économie locale qui meurt, parce qu'il y avait les commerçants, il y avait les boutiques, il y avait les cafés, fonctionnaient parce que l'usine faisait vivre 500 familles. Donc, à un moment donné, la nocence, elle est peut-être créée par la délinquance, mais la délinquance, elle est créée par quoi? Je veux dire, quelqu'un qui travaille, qui pourvoit à ses besoins, qui pourvoit aux besoins de sa famille, généralement, il y a très très peu de chances pour que le petit parte en vrille. Par contre, si la famille, elle galère, elle n'a pas de quoi nourrir, elle ne part jamais en vacances, les fringues, c'est de l'occasion, on va même plus au cinéma, puis les parents sont un peu désespérés, ils font des tafs de merde sous-payés. Qu'est-ce que tu veux que le gosse, il ait un cadre correct pour grandir? Et il va se mettre à traîner, il va se mettre à... Enfin, je pense que ça joue. Je pense que ça joue aussi. Et donc ça, c'est dans la version de Renaud Camus. Donc c'est très idéaliste en fait. C'est très idéaliste la version de Renaud Camus parce que il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de données, il n'y a pas de graphiques. Il n'y a que du ressenti. Et son ressenti, il peut être étayé par des faits divers ici et là. Mais c'est quoi la solution? Parce que c'est ça aussi le truc, c'est qu'il ne donne pas la solution. La solution, c'est l'inflexibilité des pouvoirs publics. C'est quoi? On va mettre 3% de la population, on va mettre 5% de la population française en prison? Ok. Comment on les construit les prisons? Avec de l'argent public? Ok. Où est-ce qu'on prend l'argent public? Avec les impôts? Les impôts de qui? Il y en a, ils ne payent pas leur part. Donc, est-ce que quelque part, si ça ne va pas dans le pays, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui ne payent pas leur part d'impôts et qui empêchent du coup l'État d'être inflexible envers l'indélinquance? J'en sais rien, je ne fais que poser des questions. Voilà, ça manque de factualité.
ça manque de factualité. C'est très idéaliste. Et le truc, c'est ça qui est énorme, c'est que ça fonctionne. Parce que, oui, effectivement, certaines villes, certains quartiers ont vu en 2 générations une population d'origine immigrée s'installer, alors qu'ici, il y avait, on va dire le mot, il y avait des blancs. Voilà, il y avait des blancs dans ce quartier, et puis au fur et à mesure, mais ça c'est dans tous les pays du monde, les États-Unis en premier, et pourtant les États-Unis, ça ne les empêche pas d'être la première puissance mondiale. Hein. Donc venons-en à Hervé Lebras, il n'y a pas de grand remplacement. Là, pour le coup, son idée, c'est de reprendre toutes les idées de Camus et de les contre-argumenter. Alors, il y a un truc connu dans le livre de Camus qui est de dire, si on prend un couteau, qu'on en change la lame et qu'on en change le manche, est-ce qu'à la fin c'est le même couteau? Alors, j'ai envie de te dire, est-ce que l'usage est le même? Ouais, on s'en fout que ce soit le même couteau ou pas. Dans son esprit, ça veut dire que si tu as changé d'abord la lame et ensuite le manche, c'est plus le même couteau qu'à l'origine. Mais de toute façon, le même couteau à l'origine. Si la lame était inutilisable, bah il sert plus à rien. Il est obsolète. Donc tu vas en mettre où? Tu vas le mettre, dans un tiroir, ou tu vas le jeter. Par contre, l'usage, lui, il reste le même. Et donc, une population française qui aurait, pour, allez, on va dire, un quart d'entre elles, aurait une teinte de peau qui serait moins pâle que celle de l'époque de Napoléon III, est-ce que ça en fait des moins français? Si tu vas aux États-Unis et que tes enfants sont nés aux États-Unis et que tes petits-enfants sont nés aux États-Unis et qu'ils ont vécu toute leur vie aux États-Unis, est-ce qu'ils sont franco-américains, tes petits-enfants? Bah non, ils sont américains. Ils sont là où ils se sentent le mieux et où ils s'intègrent le mieux et où ils agissent le mieux pour la société. Après, évidemment, il y a toujours des comportements imbéciles. Hein. Là, on a vu, c'est l'histoire de Crépol. Mais, je veux dire, les gens, entre ce qu'ils sont à 16 ans et ce qu'ils seront à 30 ans, il y a un monde. Hein. Et le gamin qui dit à 15 ans « je déteste la France », peut-être qu'à 30 ans, il s'engagera dans l'armée ou il travaillera dans une institution de la République. Il sera peut-être même prof. On grandit en fait. On grandit, on change. Les gens ne sont pas à l'instant T ce qu'ils sont pour le restant de leur vie. Donc ça, c'est important. Donc voilà, ce que je veux dire sur ces 2 lectures, c'est que Renaud Camus est très idéaliste, c'est bien écrit, c'est même un peu dur des fois à lire, à comprendre là où il veut aller. Mais bon, pour moi, c'est dangereux si tu as envie de le considérer comme dangereux, mais c'est comme ce livre-là serait considéré dangereux par des adeptes de Renaud Camus. Parce que pour les adeptes de Renaud Camus, ce livre-là est responsable du changement de peuple. Tu vois ? Donc Renaud Camus, le livre de Renaud Camus n'est pas plus dangereux que le livre de Hervé Lebras. C'est juste l'interprétation que tu en fais et la destinée que tu leur donnes. Mais donc voilà. Et j'aimerais terminer sur le fait que si des étrangers s'installent en France et font tout pour s'assimiler en gardant une part de culture de chez eux, c'est-à-dire par exemple une part de culture vestimentaire, une part de culture traditionnelle dans la décoration, dans l'habillement, etc. À partir du moment où ça n'entrave pas la société dans son ensemble, pourquoi la rejeter? Je veux dire, si là, aujourd'hui, par exemple, s'il y a des Japonais qui s'installent dans votre quartier et que la femme, elle décide de s'habiller en kimono à chaque fois qu'elle sort, vous allez dire « Ah non, mais attendez, non, le kimono, c'est interdit ici, c'est pas français, c'est pas machin ». Vous allez dire quelque chose? Ah oui, et puis je vous ai mis aussi des reportages sur le grand remplacement pour que vous puissiez voir comment, à travers l'histoire, c'était quelque chose de... C'est pas nouveau, hein, c'est quelque chose qui a souvent existé. Et qui existera encore hein, dans 10 ans, 20 ans, vous inquiétez pas, on va vous en parler encore. Mais voilà, il faut vous faire un avis solide dessus. Et pour vous faire un avis solide, il faut lire les 2 bouquins, au moins. Ou au moins regarder les 2 interviews. Je vous ai mis des interviews de Renaud Camus et des interviews d'Hervé Lebras pour que vous puissiez aussi vous faire un avis construit. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, faites-le découvrir, partagez-le sur vos réseaux, abonnez-vous à la chaîne, soutenez-la, le pouce, le commentaire. J'ai la chance d'avoir une communauté qui a quand même un esprit critique assez fort, donc si vous souhaitez interagir, n'hésitez pas. Les commentaires sont votre champ d'expression. Profitez-en, quoi. Et j'insiste, mais quand vous avez des traits d'esprit comme ça qui vous traversent pendant la rédaction d'un commentaire, sauvegardez-le et écrivez-le sur un carnet. Moi, je vois parfois des gens qui m'écrivent des commentaires qui sont brillants. C'est du savoir, c'est de la pensée. Entretenez-la, faites-la vivre, conservez-la. Merci de votre visionnage et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salutations.